À Dallas, aux États-Unis, une famille est déchirée par un véritable cauchemar. Le père éperdu tente de prendre la fuite pendant que sa femme et son enfant sont enlevés par un trafiquant de drogue. Les agents du FBI courent contre la montre pour retrouver les otages et leurs ravisseurs. La piste qui les mène à Gino Camacho est jonchée de cadavres. Au printemps de 1988, des trafiquants de drogue s'étaient infiltrés parmi la population du quartier ouvrier de Dallas. Par la suite, on nota une augmentation sensible des vols et des entrées par effraction. Certaines familles décidèrent de quitter le secteur pour Pleasant Grove, un quartier plus paisible. Sam Wright, sa femme Evelyn Banks et leur garçon André, âgé de 3 ans, trouvaient refuge dans une de ces rues bordées de maisons à véranda. Ici, les résidents du quartier se protégeaient entre eux. Dans la matinée du 20 mai 1988, un coup de feu retentit soudain dans le silence. À la stupéfaction d'une voisine, 4 hommes armés sortirent de la maison des Wright, entraînant la famille avec eux. Sam Wright parvint à se libérer et à prendre la fuite. La voisine qui avait été témoin de la scène alerta immédiatement la police. Pendant ce temps, Wright se cachait derrière les maisons. Malheureusement, quand la police arriva, le gang avait déjà disparu avec Evelyn et le petit André à bord de la voiture. Le sergent Jerry King, du service des homicides de la police de Dallas, était alors détective. C'est lui qui répondit à l'appel. En arrivant, nous avons vu la maison à 2 étages. Pendant que nous nous dirigions vers la porte, nous avons remarqué qu'il y avait des barres anti-vol autour de l'entrée. La serrure avait été enlevée à même la porte. Ce qui était étrange, c'est que les détectives n'avaient toujours pas de nouvelles de Wright. Le mystère s'épaissit encore davantage lorsque les policiers entrèrent dans la maison. Un meurtre avait été commis. Le corps d'un jeune homme gisait face contre terre dans une mare de sang. On put l'identifier grâce à son permis de conduire. Il s'agissait de David Wilburn, 25 ans. À en juger par la blessure à la nuque, Wilburn avait été tué à bout portant. On recueillit des fragments de projectiles lors de l'autopsie de la victime, mais les policiers ne trouvèrent pas l'arme à feu sur la scène. Les enquêteurs travaillèrent avec minutie et recueillirent tous les indices prometteurs. Malheureusement, il y en avait peu. Ils se mirent également à la recherche d'empreintes digitales, mais elles provenaient toutes des membres de la famille. À l'extérieur de la maison, les policiers découvrirent que la ligne téléphonique avait été coupée. La scène du crime ne donnait aucune piste qui menait aux ravisseurs, ni à l'endroit où ils avaient conduit leur victime. Ils n'avaient rien laissé derrière eux au cours de ce raid éclair. Les détectives interrogèrent la voisine qui avait alerté le service d'urgence en espérant qu'elle fournirait quelques réponses à leurs interrogations. Apparemment, Wilburn, le jeune homme trouvé mort sur la scène, était le neveu de Sam Wright. Elle ignorait pourquoi on l'avait exécuté. En interrogeant des témoins, nous avons appris qu'une Lincoln Continental blanche s'était garée devant la maison. 4 hommes en étaient sortis et s'étaient dirigés vers la demeure. L'un d'entre eux est allé à l'arrière, vraisemblablement pour couper le fil du téléphone et surveiller la porte arrière. Les détectives apprirent également que l'homme d'origine latino-américaine qui conduisait le véhicule avait rendu visite à Sam Wright à de nombreuses reprises. Personne ne connaissait cependant ses acolytes. Plusieurs questions étaient encore en suspens. Où Sam Wright se trouvait-il? Et pourquoi n'avait-il pas alerté la police
à propos de l'enlèvement de sa femme et de son enfant. Une chose était sûre, une jeune mère et un garçon de 3 ans étaient entre les mains de meurtriers. Comme il n'y avait pas une seconde à perdre, la police de Dallas appela le FBI. L'agent spécial José Figueroa fut assigné à l'enquête. Les enquêtes entourant un enlèvement sont toujours traitées en priorité, et plus particulièrement lorsqu'un enfant est impliqué. Nous n'attendons pas 24 heures pour passer à l'action. Figueroa commença par tenter de retrouver Sam Wright, l'homme qui avait échappé au gang. Il découvrit que Wright était recherché depuis 3 ans suite à une affaire de drogue. Cela expliquait pourquoi il avait disparu sans demander l'aide de la police. Mais les agents du FBI avaient besoin de lui pour faire avancer l'enquête et venir en aide à sa femme et à son fils. Wright se cachait peut-être dans le quartier. Les agents ratissèrent les rues de Pleasant Grove et interrogèrent les voisins. Nous avons littéralement inondé le secteur de cartes de visite et nous avons interrogé tous les résidents. On leur demandait de dire à Sam Wright d'appeler le bureau du FBI. Comme on l'espérait, une des cartes de Figueroa aboutit dans les mains de Wright. Ce père paniqué risquait l'incarcération en appelant le FBI. Il demanda à parler à la seule personne qui pouvait l'aider, l'agent José Figueroa. Tace Bailey travaillait avec ce dernier au service des crimes d'importance du FBI à Dallas. Sam a déclaré à José qu'il ne connaissait que le prénom de l'individu qui avait commis ce meurtre, Gino. Il savait aussi qu'il avait été arrêté quelques mois plus tôt par le service de police de Mesquite pour un meurtre commis dans la vallée du Rio Grande. Sam Wright refusa de se présenter au bureau du FBI, mais promit de téléphoner à nouveau. Les agents avaient maintenant une piste. Nous nous sommes rendus au service de police de Mesquite et nous y avons rencontré le capitaine Larry Sprague. Larry savait exactement de qui nous parlions, qu'il s'agissait d'un certain Gino Camacho. Gino Camacho, 33 ans, était un trafiquant de drogue connu de la police qui faisait venir des cargaisons de marijuana distribuées ensuite sous la protection d'un petit groupe de gangsters. On savait également qu'il avait une petite amie du nom de Wanda Jackson. Le dimanche 22 mai, soit 2 jours après l'enlèvement, les agents retracèrent Wanda Jackson. Ils lui demandèrent où Gino Camacho se trouvait. Elle déclara l'ignorer. Elle ne l'avait pas vu depuis quelques semaines. Les agents avaient l'intuition qu'elle mentait. Si le FBI avait mis la main sur Wright, peut-être aurait-il pu convaincre Wanda de servir d'intermédiaire et faire croire à Camacho que Wright était prêt à payer une rançon en échange des otages. Mais les agents manquaient d'arguments convaincants qui l'auraient incité à collaborer. Il leur fallait retrouver Wright. Le lendemain, lorsqu'il appela, les agents étaient prêts à retracer son appel. Une équipe d'agents se trouvait déjà dans le centre-ville, prête à l'arrêter. L'emplacement de la cabine téléphonique ayant été trouvé, l'information fut retransmise à l'équipe en place. Quand les agents trouvèrent Wright, ils parlaient au téléphone. Ils ne passèrent pas tout de suite à l'action. Il fallait à tout prix éviter une riposte violente de la part de Wright et de ses complices. Une fois qu'ils eurent constaté que Wright n'était accompagné que du conducteur de l'auto, ils passèrent à l'action. Wright fut arrêté et mis en détention provisoire. Les agents Bailey et Figueroa commencèrent à l'interroger.
Wright raconta en détail les événements du 20 mai 1988. C'était le pire cauchemar d'un père de famille. Ce jour-là, il jouait avec son fils Andre. Sa femme Evelyn était assise seule au rez-de-chaussée. La famille était en deuil. La mère de Wright était morte depuis peu en Louisiane. Il attendait son neveu, David Wilburn, puis devait prendre la route pour se rendre aux funérailles. Wright surveillait l'arrivée de Wilburn pour lui ouvrir. Il était un fugitif. Il avait donc fait poser des barres anti-vol autour de l'entrée en pensant qu'elle les protégerait à la fois de la police et de ses violents associés. Mais ces barreaux ne faisaient pas le poids face à la colère de Gino Camacho. Sans avertissement, les 4 hommes firent irruption dans la maison, armés de fusils automatiques. Le passé de Sam Wright venait de le rattraper. Celui qu'il appelait Gino se mit à crier et à réclamer l'argent qu'on lui devait. Wright jura qu'il ne l'avait pas. Il lui demanda de les épargner. La colère de Gino ne fit qu'empirer. Au même moment, le neveu de Wright, David Wilburn, arriva. Il ne pouvait pas arriver à un pire moment. Malgré son imposante stature, les hommes de Gino le maîtrisaient rapidement. Wright parla de son neveu comme d'un homme tranquille qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Gino hurla qu'il n'entendait pas à rire. Pour le prouver, il plaça le canon de son revolver de calibre 357 sur la nuque de Wilburn. Une seconde plus tard, d'un seul coup de feu, il le tua. Impuissant, Wright vit son neveu s'affaisser au sol. Sam Wright désirait coopérer avec la police, mais il jura qu'il n'avait pas d'autres informations. Wright fut gardé en détention, mais le temps filait et la vie de sa femme et de son enfant était toujours en danger. La police de Dallas et le FBI organisèrent une campagne médiatique pour tenter de trouver des pistes dans la disparition d'Evelyn et Andre Banks. Les journaux et les stations de télévision diffusèrent des photos de Camacho. Les autorités demandaient au public de transmettre toute information sur les allées et venues du suspect. Un autre trafiquant de drogue se manifesta bientôt. David Munoz appela le FBI. C'est l'agent Bailey qui lui répondit. Munoz déclara avoir reconnu le visage du ravisseur en regardant les informations à la télévision. Il disposait d'informations qui pouvaient leur être utiles. Il demanda à Bailey de venir le rencontrer dans un motel de Dallas tard le soir. Munoz déclara connaître les complices de Camacho. Il était même prêt à livrer Camacho au FBI, moyennant certaines conditions peu orthodoxes. Munoz espérait récupérer les sommes d'argent dues à Camacho, prendre sa place dans toutes les affaires qu'il menait, et il voulait que nous fermions les yeux. Nous avons refusé catégoriquement. Comme il était la seule piste, Bailey ne l'arrêta pas. Les agents du FBI parvinrent tout de même à lui arracher un nom clé, celui d'Eddie Blaine Cummings. Dans le milieu, Cummings était connu sous le nom de Fast Eddie. Ce dernier avait un dossier criminel. Il avait été incarcéré en même temps que Gino Camacho pour possession illégale d'armes. Cummings était présentement en liberté conditionnelle. L'agent spécial Figueroa disposait maintenant de 2 noms, Gino Camacho et Cummings. Il fit le tour des boîtes de nuit. Camacho était le genre de type à traîner dans les bars érotiques du comté de Dallas. Nous avons donc visité tous les bars de la région. Figueroa était muni de photos de Camacho et de Cummings. Le propriétaire d'un bar se rappela avoir récemment vu les 2 hommes. Cummings avait parlé d'un rendez-vous dans un restaurant de Lawton, en Oklahoma, le lendemain, à 3 heures de route au nord-ouest de Dallas.
Une équipe de policiers se réunit dans le stationnement du restaurant en question le matin du 12 août 1988. Le plan consistait à attendre que Cummings sorte du restaurant achalandé et de l'isoler des autres clients. Les enquêteurs ne devaient pas le manquer. Fast Eddie était la personne qui les rapprochait le plus de Camacho. Dès que la porte s'ouvrit, l'équipe d'arrestation passa à l'action, arrêtant Cummings avant qu'il n'ait le temps de prendre la fuite. Un des complices de Camacho était maintenant en détention provisoire. Les agents espéraient qu'il leur permettrait de retrouver la jeune mère et l'enfant. Au cours de son interrogatoire, Cummings jura n'avoir rien à voir avec l'enlèvement. Mais de guerre lasse, il finit par accepter de dire ce qu'il savait. Pour la première fois, nous avons appris exactement qui était impliqué. Il nous a donné les noms de tous les individus qui avaient participé à l'enlèvement. Cummings avoua que Camacho était impliqué. Il donna également le nom de deux autres membres du gang, Juan Jackson et David Cook. Cook et lui avaient grandi ensemble à Stephenville, à 2 heures de route de Dallas. À sa connaissance, Cook était retourné dans leur ville natale. Cook pourrait peut-être mener Bailey et Figueroa à Camacho, ainsi qu'à Evelyn et au petit André. Les agents appelèrent Don Miller, un détective de Stephenville. J'ai appelé Don Miller et je lui ai dit que nous avions le mandat d'arrêt de Cook pour un enlèvement. Je lui ai précisé que c'était une enquête très délicate et lui ai demandé d'être discret. L'objectif était qu'il retrouve Cook à Stephenville. Don m'a confié qu'il connaissait très bien David Cook, qu'il le connaissait même depuis toujours et que s'il se trouvait en ville, il n'aurait aucun mal à le retrouver. Le 15 août 1988, le détective Don Miller rappela l'agent Bailey. Miller avait trouvé le suspect en train de travailler à l'épicerie de sa famille. Le détective accepta de le garder en détention jusqu'à l'arrivée des agents. Miller mit Cook en garde. S'il savait la moindre chose, il ferait mieux de coopérer avec le FBI. Les agents se rendirent immédiatement à Stephenville. Ils espéraient que David Cook leur dirait où se trouvaient Camacho et ses otages avant qu'il ne soit trop tard. Il accepta d'aider les enquêteurs à condition que sa peine soit réduite. Après un interrogatoire de 2 jours, le FBI disposait d'un compte-rendu détaillé des événements du 20 mai. Le jour de l'enlèvement, Camacho était allé chercher Cook et 2 autres complices. Il leur avait dit qu'il comptait aller chercher une somme qui lui était due. Camacho avait donné à Sam Wright 20 000 $ de marijuana pour qu'il la revende. Ce dernier lui avait dit se l'être fait voler. Camacho jura qu'il recouvrerait son argent. Juan Jackson ouvrit un sac et distribua des armes à feu au groupe. Leur arsenal incluait des mitraillettes et le pistolet de calibre 357. Camacho ordonna à l'un de ses complices, Larry Merrill, de couper la ligne téléphonique à l'arrière de la maison. Personne ne pourrait appeler à l'aide. Juan Jackson coupa les barres anti-vol pendant que David Cook et Camacho faisaient le guet. Ils firent ensuite irruption dans la maison et trouvèrent Evelyn Banks au salon. Camacho demanda à ses hommes de fouiller la maison, l'arme au poing. Les hommes réunirent la famille terrifiée dans le salon. Camacho était fou de rage. Il les menaça de les tuer s'ils refusaient de coopérer. Camacho lui a dit de déposer le bébé sur le canapé, à côté de sa mère, et que s'il bougeait ou causait le moindre problème, il le tuerait. Gino Camacho a alors réclamé son argent en hurlant. Il disait qu'on l'avait floué et qu'on lui devait du respect. Il voulait récupérer son argent sur le champ. À travers les cris, on entendit quelqu'un frapper à la porte. Les assaillants crurent d'abord que les voisins avaient appelé la police. Camacho et Jackson se mirent en position, prêts à tirer sur l'agent de police.
Lorsque David Wilburn entra, il fut immédiatement entouré par les hommes armés. Ils le poussèrent au sol sans qu'il n'oppose la moindre résistance. Camacho ordonna à Jackson de le tuer. Quand ce dernier hésita, Camacho se tourna vers Cook. En voyant que Cook refusait d'obtempérer, Camacho saisit l'arme de sa main et montra à tous qu'il n'entendait pas à rire. Plus personne ne lui manquerait de respect à l'avenir. L'interrogatoire auquel Cook avait été soumis était intense. Malgré tout, il ne se contredit à aucun moment, notamment sur le fait que Camacho avait fait feu. Ses déclarations corroboraient celles de Sam Wright. Après le départ de la maison, Camacho était furieux que Wright ait réussi à prendre la fuite. Mais il décida de ne pas le poursuivre. Bientôt, des agents de police arriveraient en force à Pleasant Grove. Camacho décida plutôt de se rendre à l'appartement de Cook, où il pourrait ensuite décider quoi faire. Il désirait faire le moins de vagues possible avec ses otages. Paul Macaluso était l'assistant du procureur. Il suivait l'affaire de près. Ils craignaient les conséquences de leurs actes. 2 témoins avaient assisté au meurtre et ils ne savaient pas quoi faire d'eux. Pendant qu'ils étaient dans l'appartement de Cook, Camacho arracha l'enfant des bras de sa mère. Il entraîna ensuite Evelyn dans une chambre à coucher, où il la viola. Après quoi, il quitta les lieux pour s'occuper d'une autre affaire de drogue. Selon Cook, un nouveau membre du gang, Spencer Stanley, fut alors appelé à garder les otages pendant que Camacho et lui feraient leur trafic de drogue dans un hôtel voisin. Juan Jackson ne resta pas très longtemps sur les lieux. Il craignait d'être arrêté par la police. Il nettoyait les armes à feu, prit une partie de l'argent du gang et disparut. Pendant que Stanley surveillait les otages, Cook et Camacho se rendirent à l'hôtel pour conclure la transaction. Puis, 2 jours après l'enlèvement, Camacho reçut un appel de Wanda Jackson, sa petite amie. Elle lui donna un message codé. Hey, your big brother was just here? Yeah. Big Brother signifiait bien sûr le FBI. Des agents s'étaient rendus chez elle. Cette même petite amie avait juré aux agents qu'elle ignorait où Camacho se trouvait. Pourtant, elle l'appela immédiatement après les avoir rencontrés. Son avertissement donna une longueur d'avance à Camacho et à son gang. Il retourna à l'appartement de Cook. Il dit à Evelyn qu'il ne lui en voulait pas, mais que son mari lui devait de l'argent. Il lui promit de la libérer, elle et André, si elle jurait de ne rien dire à la police. Elle accepta. Camacho lui dit ensuite qu'il allait la conduire à une piste d'atterrissage privée en Oklahoma pour s'envoler vers la Californie. De là, elle et l'enfant attendraient que Camacho ait réglé son différend avec Wright. À la fin d'un interrogatoire serré, Cook avoua aux agents qu'Evelyn et André ne s'étaient jamais envolés pour la Californie. Aucun avion ne les attendait. Cook se rappelait à quel endroit on avait laissé leur corps. Il se trouvait près de Ardmore, en Oklahoma. En août 1988, des agents spéciaux du service des crimes d'importance de Dallas arrêtèrent l'un des membres d'un gang responsable de l'enlèvement d'une femme et de son enfant et de 3 meurtres. Cook accepta d'accompagner les agents José Figueroa et Tace Bailey en Oklahoma. C'était un pas de plus dans la bonne direction. Retrouver les corps d'Evelyn et d'André Banks et surtout arrêter Gino Camacho, leur ravisseur. Nous nous sommes rendus à la prison du comté de Dallas. Nous avions l'autorisation de sortir David Cook temporairement de sa cellule. Je lui ai donné une paire de jeans et une chemise en échange de son uniforme de prison. Nous sommes montés à bord de mon auto. 6 ou 7 agents nous suivaient. Nous sommes partis en direction de l'Oklahoma. Pendant 2 jours,
les agents du FBI roulèrent sur les routes autour d'Ardmore pendant que Cook tentait de se souvenir où il avait vu les otages de Camacho pour la dernière fois. Selon Cook, Camacho avait conduit Evelyn et Andre Banks dans un endroit isolé en Oklahoma. Le chef du gang avait promis à la mère de l'envoyer avec son enfant en Californie, en avion, à partir d'une piste d'atterrissage dissimulée derrière les arbres. Ils avaient garé leur voiture au bord d'une route et s'étaient dirigés vers les bois. Spencer Stanley menait la marche, transportant avec lui le petit André. Evelyn croyait qu'elle serait sur la côte ouest dans quelques heures, où elle pourrait attendre que son mari paie la dette qu'il avait envers Camacho. Mais à mesure qu'Evelyn s'enfonçait dans les bois, elle réalisa qu'il n'y avait aucune clairière où un avion pouvait atterrir. Elle aperçut ensuite la fosse et comprit immédiatement ce que cela signifiait. Elle perdit connaissance. Il n'y avait aucune piste d'atterrissage, ni aucune chance de recouvrer la liberté. On avait conduit Evelyn et son fils à cet endroit, dans l'unique but de les tuer. Spencer Stanley jeta l'enfant dans le trou béant. Camacho tira à 4 reprises. Puis ils jetèrent Evelyn par-dessus le corps de son enfant et tirèrent à nouveau. Evelyn Banks et son enfant de 3 ans furent tués le 23 mai 1988. Cook tentait de retrouver l'endroit où les meurtres avaient été commis. Les agents avaient presque perdu espoir quand Cook reconnut enfin le secteur. La recherche des victimes de Camacho débuta dans la chaleur torride de la fin d'été. Cette affaire d'enlèvement était devenue une affaire d'homicide. Camacho avait tué 3 personnes. Mais pour le prouver, les agents devaient absolument retrouver les corps. Trois mois s'étaient écoulés depuis les meurtres. Les experts commencèrent les fouilles. Ils enlevaient la terre par petites quantités et la tamisaient, veillant à ne détruire aucun indice. Des agents retrouvèrent des douilles de calibre 380 juste sous la surface. Cela corroborait les déclarations de Cook, selon lesquelles Camacho avait utilisé un petit pistolet semi-automatique. Ils continuaient leur travail à un rythme désespérément lent. Et il ne faut pas oublier que nous étions à la fin août. Il faisait environ 35 degrés Celsius et 90% d'humidité. Nous étions entourés d'arbres et par conséquent à l'abri du vent. Nous n'avions pas d'air et nous avons dû creuser pendant à peu près 2 heures. Puis, l'un des experts heurta un objet dur. Il semblait creux. Il donna un autre coup et brisa une sorte de croûte. Une odeur pestilentielle s'échappa alors de la fosse. C'était l'horrible odeur de la décomposition humaine. Nous avons fait un saut hors du trou et sommes allés vers les buissons, où nous avons été pris de nausées. Il nous a ensuite fallu y retourner. Avant d'enterrer Evelyn et Andre, Camacho et ses hommes avaient recouvert leur corps de litière pour chat afin de dissimuler l'odeur de décomposition. L'argile contenue dans ce produit avait absorbé l'humidité des cadavres, puis formé une croûte dure et hermétique, ce qui avait réduit le rythme de la décomposition et par le fait même faciliterait l'examen des corps par autopsie. Cook conduisit ensuite les agents au lac Texoma qui se trouvait dans le même secteur et où, selon lui, les hommes s'étaient débarrassés de l'arme du crime. Une équipe de plongeurs du bureau du FBI de l'Oklahoma explora le fond du lac. Il y avait d'autres douilles de calibre 380. Ils trouvèrent enfin l'arme à feu. Les preuves contre Gino Camacho étaient accablantes et corroboraient les déclarations des témoins. Les agents du FBI espéraient faire inculper Camacho de 2 chefs d'enlèvement et de 3 meurtres. Mais ce dernier était toujours au large. Les agents apprirent qu'il avait fait une autre victime. Cette fois-ci, Camacho avait tourné sa colère vers une femme du nom de Pamela Miller. Les agents décidèrent d'enquêter à son sujet. Pamela Miller était danseuse érotique dans une boîte de nuit de Dallas. Elle avait rencontré Camacho et avait commencé à fréquenter son gang.
Selon Cook, Miller et lui avaient rejoint Camacho un soir de juin 1988. 3 semaines s'étaient écoulées seulement depuis que Camacho avait tué 3 personnes. Il avait tout de même risqué de retourner à Dallas pour y conclure une autre affaire de drogue. L'acheteur se présenta au bar de l'hôtel et entama les négociations. Pamela interrompit la transaction. Pamela Miller connaissait l'acheteur. Il était l'un des clients de la boîte où elle dansait. Elle lui a dit qu'elle le reconnaissait pour l'avoir déjà vu dans la boîte de nuit. Cela a un peu refroidi l'atmosphère. L'acheteur décida de quitter les lieux et la transaction avorta. Camacho était très en colère contre Pamela parce qu'elle lui avait fait rater cette affaire. Dès qu'ils sont montés à bord de la voiture, il s'est mis à la battre. Pamela a ensuite fait des commentaires sur la pseudo-virilité de Camacho et ce dernier est devenu encore plus en colère. La rage de Camacho augmentait de plus en plus. Cook et Stanley connaissaient les conséquences de cette rage aveugle. Mais ils avaient peur d'intervenir. Camacho ne cessa de battre la jeune femme que lorsqu'elle eut perdu connaissance. Il ordonna à Cook d'arrêter la voiture. Il traîna le corps de la jeune femme sur la route, le plaça derrière le pneu arrière droit et ordonna à Cook de reculer. Cook obtempéra. Ils se sont ensuite rendus à Stephenville, à l'appartement loué par David Cook. Ils ont pris le corps de Pamela pour le mettre dans un baril, l'ont placé sur le patio et posé un sac à ordures par-dessus pour que personne ne voie ce qu'il contenait. Camacho, Stanley et Cook restèrent sur place quelques jours. Ils buvaient de la bière et festoyaient. Puis Camacho décida qu'il était temps de se débarrasser du corps. Nous avons demandé à David où se trouvait le corps de Pamela. Il nous a répondu que nous ne pourrions jamais le trouver. Quand on a demandé pourquoi, il nous a avoué qu'il l'avait découpé, puis mis dans une déchiqueteuse. J'étais alors au volant de la voiture. José était assis à mes côtés. Nous sommes restés bouche bée. J'ai presque perdu la maîtrise du volant. Je ne pouvais pas y croire. Quand vint le temps de se débarrasser du corps de Miller, Camacho appela l'une de ses connaissances à Dallas. Il lui demanda de louer une déchiqueteuse et de la porter à Stephenville. Camacho lui dit qu'il voulait se débarrasser d'arbres pour pouvoir installer une piste d'atterrissage clandestine. Le lundi, l'homme arriva avec la déchiqueteuse. Camacho et ses complices prirent une hache et le baril qui contenait le cadavre et s'en allèrent jusqu'au ranch de la famille Cook. Spencer Stanley débita le corps de la jeune femme. Les morceaux devaient être assez petits pour pouvoir entrer dans l'embouchure de l'appareil. Cook mena les agents au ranch où ils avaient déchiqueté le corps. Trouver des restes semblait impossible. Non seulement la déchiqueteuse avait transformé le corps en bouillie, mais 2 mois s'étaient écoulés depuis ce meurtre crapuleux. De plus, le chaud soleil du Texas avait sans doute accéléré le processus de décomposition. Malgré tout, les agents devaient tenter de trouver quelque chose. Grâce aux informations données par Cook, ils évaluèrent la portée de l'appareil. Ils mirent au point un système de quadrillage du terrain et commencèrent à ratisser avec soin la scène. L'opération prit quelques heures mais porta fruit. Les agents trouvèrent des fragments d'os et des tissus humains. Dans une branche d'arbre, il y avait également des tissus humains séchés par le soleil. Tous les échantillons furent mis dans des sacs et étiquetés selon leur emplacement. Les agents trouvèrent des dents.
Une vérification du dossier dentaire de Pamela Miller leur permit de confirmer qu'il s'agissait bien d'elle. La découverte corroborait les aveux de Cook. Pamela Miller, 23 ans, avait été la 4e victime de Camacho en autant de semaines. Mais le meurtrier demeurait toujours introuvable, et il était une menace pour quiconque se trouvait sur sa route. L'enquête bénéficia alors d'un coup de chance. Les membres de la famille de Spencer Stanley, un des complices de Camacho, téléphonèrent au FBI. Ils apprirent aux agents que Stanley se terrait dans un parc à roulottes à Huntsville, dans l'Alabama. Une fois sur les lieux, les détectives apprirent de Stanley qu'il avait jeté le 357 que Camacho avait utilisé pour tuer David Wilburn dans les eaux du lac Hubbard, près de Dallas. Une équipe de plongeurs du FBI ratissa le fond du lac. L'arme était introuvable. Mais il y avait une douille de calibre 357 ainsi que plusieurs cartouches vierges. On envoya les projectiles reliés à l'affaire Camacho au service des matériaux et dispositifs de Washington pour procéder à une analyse par activation des neutrons. Les agents espéraient que les balles trouvées dans le lac Ray Hubbard correspondaient à celles qui avaient tué David Wilburn, la première victime de Camacho. Cette analyse repose sur le principe que le plomb des projectiles est produit en lot et que chacun de ces lots a des caractéristiques qui lui sont propres. Les experts du FBI doivent d'abord apprêter les projectiles en les retirant des douilles. Puis ils les mettent dans un réacteur nucléaire. Des échantillons de plomb de chacun des projectiles sont placés dans le noyau du réacteur. Ils absorbent les neutrons et deviennent radioactifs. Cette radioactivité est ensuite mesurée et permet d'obtenir une lecture précise des éléments chimiques du plomb. C'est en quelque sorte leur signature radioactive. Les analystes conclurent que les signatures de toutes les balles étaient parfaitement identiques. Les balles du lac Ray Hubbard et celles qui avaient été recueillies dans le corps de Wilburn provenaient du même lot de munitions. Les preuves contre Camacho continuaient à s'accumuler, même si les autorités ne l'avaient pas encore retrouvé. Un informateur apprit aux agents du FBI que Camacho avait pris la fuite au Mexique et qu'il se terrait dans une petite ville juste au sud de la frontière du Texas. Les autorités américaines tentèrent de convaincre le Mexique de le faire arrêter et extrader aux États-Unis, mais les autorités mexicaines ne pouvaient intervenir. La ville où s'était réfugié Camacho était contrôlée par des narcotrafiquants lourdement armés. Si la police mexicaine tentait de procéder à une arrestation, les pertes seraient trop importantes. Les agents du FBI devaient trouver une autre façon pour faire comparaître ce criminel en justice. Au printemps de 1989, Camacho avait désespérément besoin de fonds. Il connaissait de nombreux fournisseurs au Mexique. Il ne lui restait plus qu'à trouver un acheteur du côté nord de la frontière, aux États-Unis. Comme il craignait d'y retourner, il engagea un intermédiaire chargé de lui trouver des contacts américains. L'intermédiaire de Camacho était en fait un informateur de l'agence américaine antidrogue. Il appela son responsable et lui annonça qu'un certain Gino désirait conclure un marché. L'agent John Lunt de l'agence américaine travaillait à partir de Fort Worth au Texas. Il savait que Gino Camacho était recherché par le FBI. Comme il soupçonnait qu'il s'agissait du même homme, il encouragea son informateur à poursuivre les démarches. Lunt appela ensuite l'agent Taze Bailey du FBI pour lui annoncer la bonne nouvelle. John croyait que c'était Gino Camacho. Je lui ai alors envoyé une photo de Camacho. Il l'a montrée à son informateur qui a confirmé qu'il s'agissait bien de l'homme qu'il avait rencontré. Pour que Camacho accepte de traverser aux États-Unis, le FBI lui fit une offre qu'il ne pouvait pas refuser. L'informateur dit à Camacho qu'un distributeur américain était à la recherche de l'équivalent de $1 million en marijuana. Le distributeur exigeait cependant de conclure le marché en personne. Il hésitait à transiger avec un individu qu'il n'avait jamais rencontré. Pour calmer les craintes du trafiquant d'entrer aux États-Unis,
L'informateur lui dit que le distributeur était prêt à lui avancer la somme de 100 000 $ lorsqu'ils se rencontreraient dans la ville frontière de McAllen, au Texas. Le coup de filet présentait cependant quelques difficultés. Les agents devaient trouver une façon d'identifier rapidement le fugitif parmi les autres touristes qui traversaient la frontière. Pour que Camacho soit facile à identifier, l'informateur lui envoya des vêtements sous prétexte qu'ils permettraient au distributeur de le reconnaître. L'équipe chargée de l'arrêter devait se souvenir de sa tenue vestimentaire. Une chemise hawaïenne, des shorts bleus et une casquette de baseball à la visière verte. Camacho reçut les vêtements à l'appartement d'un ami où il allait souvent. Les agents n'étaient pas convaincus qu'un trafiquant de la trempe de Camacho tomberait si facilement dans le panneau. Nous n'avions qu'une chance. S'il se rendait compte que c'était une arnaque, l'informateur ne nous serait plus d'aucune utilité. De plus, il serait encore plus méfiant d'entreprendre une transaction risquée. Nous avons donc mis sur pied un plan d'arrestation très élaboré. Le jour de la transaction, les agents se mirent à sa recherche au poste frontière. Ils espéraient l'identifier grâce aux vêtements que l'informateur lui avait envoyés. L'équipe d'arrestation le reconnut enfin. Camacho ne s'aperçut pas que l'endroit était bondé d'agents déguisés en garde de sécurité, en touristes et en passants. Ces agents avaient tous mémorisé les vêtements et la photo du suspect. Camacho se faisait passer pour un touriste. Il traversa le pont qui se rendait au Texas. Des agents du FBI déguisés en garde-frontière s'approchèrent de lui. Le fugitif était calme. Il donna un faux nom, Thomas Sanchez. Lorsque les agents lui demandèrent de montrer ses papiers, Camacho déclara qu'il n'en avait pas. Il était un simple touriste américain de retour d'un voyage d'1 jour au Mexique. Les agents lui demandèrent de les suivre à l'intérieur pour l'interroger. Camacho accepta sans opposer de résistance. Il croyait sans doute qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Il ignorait qu'il était déjà entre les mains du FBI. On conduisit Camacho au bureau de la patrouille et on prit ses empreintes digitales. Bailey le fit attendre 2 heures dans sa cellule. Pendant ce temps, les agents vérifiaient ses empreintes. Camacho ne prononça pas un mot. Je lui ai adressé la parole en l'appelant Thomas Sanchez, et il m'a répondu. Je lui ai dit que nous avions pris ses empreintes digitales et que nous les avions introduites dans le système du FBI à Washington. L'ordinateur nous avait confirmé qu'il était Gino Camacho. Il a répondu que si l'ordinateur avait dit ça, c'était que cela devait être vrai. Camacho nia cependant toute implication dans les meurtres. Jusqu'à la fin, il n'avoua jamais avoir été impliqué dans l'enlèvement et les meurtres. Il déclara qu'il était victime d'un coup monté orchestré par le FBI. La nouvelle de l'arrestation de Gino Camacho fit la une de tous les quotidiens du sud-ouest des États-Unis. De la frontière, il fut conduit à une cellule de Dallas County. Il fut accusé de port d'armes illégales, de complot pour enlèvement et de meurtre au 1er degré. Camacho et ses complices comparurent devant les tribunaux. David Cook fut condamné à 24 ans d'emprisonnement pour sa participation au meurtre et à l'enlèvement. Spencer Stanley fut condamné à la prison à vie pour les 3 meurtres auxquels il avait participé. Juan Jackson fut également condamné à vie pour son implication. Fast Eddie Cummings et Larry Merrill écopèrent de 8 ans d'emprisonnement chacun. Sam Wright fut incarcéré pour la peine de prison qu'il avait méritée à l'époque et écopa d'années additionnelles pour avoir contrevenu à la loi. Quant à Camacho, les procureurs de l'État espéraient obtenir la peine capitale. L'assistant du procureur Paul Macaluso travaillait sur cette affaire. L'accusation était axée sur le fait qu'il y avait eu préméditation. Dès le début, ils savaient pourquoi ils allaient en Oklahoma. Ce n'était pas pour que ce petit garçon et sa mère se rendent en sécurité en Californie par avion. Même avant de prendre la route, ils savaient qu'ils allaient les tuer. Ils avaient acheté des pelles et de la litière pour chat pour recouvrir les corps. Lorsqu'ils sont arrivés au motel de Ardmore, ils ont envoyé Stanley commencer à creuser la tombe. Il n'y a pas de preuve plus tangible, car on creuse une tombe pour une seule et unique raison.
Au Texas, pour obtenir une condamnation à mort, on doit prouver qu'il y a eu préméditation et que l'accusé est une menace pour la société. Pour cette raison, Camacho fut d'abord jugé pour le crime sous la juridiction de l'État. Si le procès du gouvernement fédéral avait eu lieu d'abord, Camacho aurait été incarcéré, éliminant du même coup la menace qu'il représentait pour la société. Au cours de 2 procès, Gino Camacho fut trouvé coupable de meurtre et d'enlèvement. La sentence fut exécutée 10 ans après la mort de David Wilburn, d'Andre et d'Evelyn Banks et celle de Pamela Miller. Le 26 août 1998, Gino Camacho fut exécuté par injection.